Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, celui des civilisations disparues, des savoirs peut-être oubliés. On va s'appuyer sur des extraits du livre Hommes et civilisations fantastiques de Serge Hutin. Notre but, explorer des idées qui bousculent un peu l'histoire classique. Alors, on décortique ça. Déjà, ce que Hutin rapporte, ça remet un peu en question l'image qu'on a de la préhistoire, non? L'homme des cavernes, tout ça. Mais comment expliquer la finesse des peintures de Lascaux ou cette gravure à Lussac-les-Châteaux? Une femme habillée, chaussée. Ça pose question, hein? Exactement. Et ça va plus loin que l'art rupestre. Pensez à des découvertes comme cette fameuse pile de Bagdad. On part de 4500 ans, une pile électrique. Bon, l'interprétation est débattue, mais l'objet existe. C'est troublant. Et les cartes de Piriris aussi, non? Ah oui, les cartes de Piri Reis du XVIe siècle. Il dit lui-même qu'elles sont basées sur des sources beaucoup plus anciennes. Et le plus fou, c'est qu'elle montrerait l'Antarctique. Sans la glace. C'est ça qui est incroyable. Comment ils auraient su? Quelle technologie cartographique? Ça ouvre des portes sur des connaissances anciennes. Et justement, ces anomalies, ou disons ces curiosités, elles alimentent des traditions très persistantes sur des civilisations avancées, des continents disparus. L'Atlantide, j'imagine? L'Atlantide, bien sûr, c'est Platon qui en parle le plus en détail. Dans le Critias et le Timée, il décrit une île-continent, oui, au-delà des colonnes d'Hercule, donc Gibraltar, une capitale super sophistiquée, des canaux en cercle. Et ce fameux métal, l'orichalque. Voilà, l'orisalque, brillant comme le feu, une technologie propre. Et puis, la fin tragique, engloutie par les flots il y a plus de 11 000 ans, selon Platon. Waouh! Et Hutin mentionne aussi d'autres mythes similaires, l'Hyperborée au pôle ou Mu dans le Pacifique. Des constantes dans une certaine littérature, disons, alternative. D'accord. Donc on a des objets bizarres, des textes anciens, mais Hutin parle aussi de constructions bien réelles, des monuments qui défient nos explications, c'est ça, hein? C'est ça. Prenez Tiahuanaco par exemple. Dans les Andes, à 4000 mètres d'altitude. Oui, Eh bien, le site a des structures énormes. Certains auteurs que Hutin cite, ils y ont vu des quais. des quais à 4000 mètres, un port maritime. Mais oui, ça paraît fou. Leur théorie, c'est que le site serait antérieur à un cataclysme qui aurait soulevé toute la chaîne des Andes. Et la taille des blocs. Certains ont même émis l'hypothèse de bâtisseurs géants. Bon, c'est une interprétation radicale, on est d'accord. Et l'île de Pâques, avec ses statues géantes, les Moaïs. Pareil. Comment déplacer et ériger ces colosses? Certains font 50 tonnes. Les théories classiques parlent de rondins, de cordes. Oui, beaucoup de main-d'œuvre. Mais Hutin rapporte aussi les traditions locales. Elle parle du mana, Le mana, c'est quoi? une sorte de force, psychique ou spirituelle, qui aurait permis aux statues de marcher jusqu'à leur emplacement. Ah oui, quand même. Difficile à prouver ça scientifiquement. Évidemment. Mais c'est l'idée centrale de ces sources alternatives. Des techniques, des pouvoirs qu'on aurait oubliés. D'accord. Anomalie archéologique, civilisation légendaire, construction mystérieuse. Et après, on en vient à des savoirs carrément cachés, des mondes secrets. C'est l'étape suivante, oui. Explorée par Hutin. Il évoque Agartha, Agartha. un royaume souterrain, souvent localisé sous l'Asie centrale, popularisé en Occident par des auteurs comme Saint-Yves d'Alvèdre. Ce royaume, dirigé par le roi du monde, conserverait la sagesse primordiale des cycles humains passés, à l'abri des catastrophes. Un savoir préservé, donc pas perdu. Exactement, conservé activement, loin du monde extérieur. Et cette idée d'Agartha, ça nous mène à une vision de l'histoire très différente de la nôtre, non? Tout à fait. Ça rejoint une vision cyclique de l'histoire, très présente chez Blavatsky, Guénon aussi cité par Hutin. Cyclique, c'est-à-dire? Mais que l'histoire ne serait pas une ligne droite qui monte toujours vers le progrès, comme on aime le penser. Plutôt de grands cycles, des âges d'or, avec de grandes connaissances spirituelles et techniques, suivis de déclins, d'âges sombres, avant une possible renaissance. Et notre époque moderne, dans cette vision? Ne serait pas forcément le sommet, mais peut-être une phase d'oubli, très matérialiste, déconnectée d'une sagesse plus ancienne. Agartha symboliserait cette sagesse en attente. C'est une perspective vraiment différente, en effet. Oui, et ces textes, comme celui de Hutin, au fond, ils nous confrontent à ça, à des énigmes sur notre passé lointain. Peu importe si chaque détail est prouvable ou non, l'intérêt c'est que ça nous invite à questionner nos certitudes, à imaginer l'étendue de ce qu'on ignore peut-être. Les connaissances perdues ou cachées? Exactement.
Et ça laisse une question en suspens, non? Et si toute notre savoir actuel, toute notre technologie, n'était finalement qu'un fragment redécouvert? Une partie d'une sagesse bien plus vaste, atteinte puis oubliée, plusieurs fois au fil des cycles. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. Une pensée à méditer, oui.